Élèves, donc aujourd'hui on commence les solutions et les concentrations. Notre résultat d'apprentissage pour cette leçon, c'est de comprendre la terminologie liée aux solutions et à la solubilité. Alors, vous savez c'est quoi une solution? C'est un mélange homogène, uniforme dans toutes ses parties. Ceci veut dire qu'une analyse de deux différents échantillons d'une même solution doivent contenir les mêmes substances dans les mêmes proportions. Vous vous rappelez de c'est quoi un solvant et c'est quoi un soluté? D'habitude, le solvant, c'est la substance qui est présente en plus grande quantité qui dissout les solutés. Quelques petits rappels importants. Premièrement, la dissolution, donc quand le soluté se dissout dans un solvant, ce n'est pas une réaction chimique. Les solutions et leurs composants peuvent être séparés par des méthodes physiques telles que la filtration, les points de fusion, etc. Et ça peut exister dans les trois phases solides, donc des solutions solides dans solides, gazeuses et liquides, comme l'éthanol dans l'eau. Alors, juste un autre petit rappel que les solutions ne sont pas des substances pures étant donné qu'elles ont une composition variable. Vous rappelez-vous des termes miscibles ou non miscibles? Le terme miscible désigne des liquides qui sont facilement solubles l'un dans l'autre. Le terme non miscible désigne des liquides qui ne le sont pas. Les alliages, c'est un autre mot-clé. Ça désigne des solutions métalliques. Donc, comme le bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain, quand les deux sont fondus ensemble. Ceci est important, ça donne des avantages aux deux métaux. Le terme solution aqueuse désigne une solution dans laquelle l'eau est le solvant. Le terme solubilité désigne la quantité d'un certain soluté qui peut se dissoudre dans une quantité donnée de solvant. À une certaine température, elle est d'habitude mesurée en grammes par 100 millilitres. Vous rappelez-vous du mot saturation? Une solution insaturée peut accepter plus de soluté. Une solution saturée ne peut dissoudre d'autres solutés et une solution sursaturée est une solution dans laquelle le soluté est en surplus. Alors, on dit qu'un soluté est soluble si on peut faire dissoudre au moins 1 gramme de cette substance-là dans 100 millilitres d'un soluté donné, d'un solvant donné. Un soluté insoluble, c'est quand on ne peut même pas faire dissoudre 0,1 g de cette substance dans 100 ml de solvant. Et il est peu soluble si on peut faire dissoudre entre 0,1 et 1 g de ce soluté-là. Voici quelques exemples de solutions solides dans une autre solution solide, comme les alliages, un solide qui est dissous dans un liquide et un solide qui est dissous dans un gaz. Quelques exemples de solutions liquides, donc un liquide qui se dissout dans un solide, un liquide qui se dissout dans un autre liquide et un liquide qui se dissout dans un gaz. De la même façon, il y a des solutions gazeuses, donc un gaz qui se dissout dans un liquide, un gaz qui se dissout dans un liquide et un gaz qui se dissout dans un autre gaz. Alors, la vitesse de dissolution, c'est la rapidité avec laquelle un soluté se dissout dans un solvant. Avant de procéder avec cette présentation, je vous demande s'il vous plaît de prendre une pause et d'écrire sur une feuille tous les facteurs que vous pensez peuvent influencer la vitesse de solution. Re-bienvenue. Si vous avez pensé à ces facteurs, vous avez raison. La température, la pression qui affecte particulièrement la solubilité des gaz, l'agitation, ainsi que la taille des particules. Il y a certainement d'autres facteurs. Eux autres sont les plus dominants.
Alors, comment est-ce que la température affecte le taux ou la vitesse de dissolution? Bien, pour la plupart des solutés solides, la vitesse de dissolution est plus grande à température élevée. Pourquoi? Bien, parce que ça donne aux molécules une plus grande énergie cinétique, donc il y a plus de collisions entre les molécules de soluté et les molécules de solvant, ce qui favorise la dissolution. Alors, si vous regardez le graphique suivant, vous pouvez remarquer que pour la majorité des solides, leur solubilité augmente quand la température augmente. On peut faire dissoudre plus de grammes dans 100 ml d'eau. La température n'a pas vraiment un grand effet sur la solubilité des liquides, étant donné qu'eux autres ont déjà une grande énergie cinétique et se dissolvent facilement l'un dans l'autre s'ils sont miscibles. La solubilité des gaz, par contre, elle diminue à mesure que la température augmente. Pourquoi? Bien parce que quand on augmente la température, on donne une plus grande énergie cinétique aux particules de gaz. Ils ne veulent plus rester en solution et vont essayer de s'enfuir. Si la température est élevée, ils regagnent cette énergie et s'échappent. La pression affecte particulièrement la solubilité des gaz. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de forcer un gaz à se mélanger avec les molécules de solvant. Évidemment, étant donné qu'on ne peut pas faire la compression d'un liquide ou d'un solide, ce facteur. Pourquoi est-ce que l'agitation favorise l'augmentation de la vitesse de dissolution? Bien parce que ça amène en contact le soluté avec le solvant. Évidemment, la taille des particules peut aussi affecter la vitesse de leur solubilité. Alors, le plus que la molécule est petite, le plus que c'est facile à dissoudre. Ceci est causé par l'exposition d'une plus grande surface de contact avec le solvant et c'est ça ce qui favorise sa solubilité. Par exemple, le sucre en poudre est beaucoup plus facile à faire dissoudre qu'un morceau de sucre solide. Les petits alcools sont aussi solubles, mais pas les grands alcools. Donc, le plus que la grandeur de la molécule augmente, le plus que sa solubilité diminue. D'habitude, on dit à 4 carbones, la solubilité des alcools arrête. Alors, ça, c'est le méthanol et l'éthanol. Ils vont facilement être solubles, mais pas. Les forces d'attraction entre les particules de soluté et des solvants décident la solubilité. Il y en a 3 choses qui doivent avoir lieu pour que la solubilité ait lieu. Premièrement, il doit avoir une force d'attraction entre les deux particules de soluté qui est rompue. La force d'attraction entre les deux particules de solvant doit aussi être rompue et une force d'attraction entre le soluté et le solvant doit être formée. Quand la force d'attraction entre les différentes particules, soit celle d'un solvant et d'un soluté, dans un mélange sont plus intenses que les forces d'attraction entre les particules identiques, soit deux solutés ou deux solvants, la solution va se former. Pourquoi? Bien, les systèmes à faible énergie ont tendance à avoir une plus haute stabilité dans la nature. Alors, la nature préfère les systèmes à faible énergie. De l'énergie est requise pour briser les liaisons entre les particules de solides, comme dans un composé ionique ou dans un composé covalent. De l'énergie est requise pour briser aussi les liaisons intermoléculaires dans un liquide. Mais de l'énergie est libérée quand il y a une attraction entre les particules de solide et de liquide. Alors, si cette énergie qui est libérée est plus grande que les énergies absorbées, une solution se formera. On dit en anglais l'expression like dissolves like, donc les composés polaires se dissolvent facilement dans les solvants polaires et les composés non polaires se dissolvent seulement dans les solvants non polaires. Pourquoi? Bien parce qu'ils sont capables de faire des liaisons intermoléculaires entre les particules de soluté et de solvant. Alors, ce diagramme, c'est un rappel de toutes les liaisons intermoléculaires qu'on a appris. Donc, si un composé polaire se dissout dans l'eau, il fera des liaisons dipôle-dipôle dans l'eau.
étant donné qu'il est capable de faire un certain type de liaison intermoléculaire avec les molécules d'eau, il se dissoudra dans l'eau. N'oublie pas qu'il existe des liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau elles-mêmes qui doivent aussi être rompues. Les forces ions dipôles expliquent pourquoi les composés ioniques peuvent se dissoudre dans l'eau. Alors, voici ce qui se passe. Une fois que les ions ou les composés ioniques entrent en contact avec l'eau, ils se séparent en cations et en anions. Le cation attire les côtés partiellement négatifs de la molécule d'eau et les anions attirent les côtés partiellement positifs de la molécule d'eau, formant ainsi dans les deux cas ce qu'on appelle des forces ions dipôles. Ce sont ces forces-là qui favorisent la dissolution des composés ioniques dans l'eau. Je vous encourage à visiter l'animation suivante afin de voir ce qu'on appelle la nucléation ou comment les molécules d'eau vont séparer les différents composants d'un composé ionique comme le NaCl. Donc, on peut prédire la solubilité d'un composé binaire en regardant la différence d'électronégativité. Si le composé est polaire ou ionique, il sera soluble dans l'eau. Si le composé est non polaire, il ne sera pas soluble. Pour qu'une solution soit capable de conduire l'électricité, ça prend des ions dissous. Un électrolyte, par définition, est un soluté qui est capable de conduire l'électricité une fois dissous dans une solution. Un non-électrolyte est un composé insoluble la majorité du temps qui ne peut pas voir dans ce diagramme. Quand on a une solution qui est non-électrolyte, qui ne contient pas des ions, la lampe ne s'allume pas. Quand il y a peu d'ions, comme dans le cas d'un acide faible, la lampe s'allume, mais elle est faible. Et dans le cas où il y a beaucoup d'ions, comme dans le cas d'un sel fort, la lampe s'allume clairement. En général, les composés ioniques sont tous des électrolytes forts et les composés moléculaires ne le sont pas, à moins qu'on parle d'un acide ou d'une base. Alors, on a dit que les composés polaires et les composés ioniques sont facilement solubles dans l'eau. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un composé qui contient un groupement polaire et un groupement non polaire, comme dans le cas d'un alcool? Animation qui montre comment l'acide acétique peut se dissoudre dans le benzène, qui est un composé non polaire, et peut aussi se dissoudre dans l'eau, qui est un composé polaire. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire des liaisons intermoléculaires avec ces deux solvants. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique.